Rebonjour, merci de prendre place. Nous allons démarrer notre table ronde au croisement des savoirs, consacrée au mal logement en France, une crise économique, structurelle et une crise du vivre ensemble. Peut-être deux mots d'introduction avant de laisser la parole à nos experts. Les experts, disait un ami québécois, ils ne connaissent pas plus que nous, mais ils viennent de plus loin. Donc on a des experts là aujourd'hui. On a Thierry Debran qui est journaliste, économiste spécialisé des questions du logement et Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Cette crise du logement, ça a déjà été dit un petit peu ce matin par rapport à cette question d'extension de la pauvreté qui se conjugue à une crise, on va dire, persistante. Vous nous direz des adjectifs sans doute plus précis et plus percutants tout à l'heure, mais une crise persistante du logement. Juste quelques rappels de chiffres que tout le monde connaît, mais si on regarde le rapport Le Mal Logement de la Fondation Abbé Pierre, on a 3,6 millions de personnes qui sont mal logées. On a plus de 5 millions de personnes qui sont fragilisées par la crise du logement. Si on ajoute les ménages en attente d'un logement social, les ménages en situation de précarité énergétique, les locataires et propriétaires en difficulté de paiement, les ménages ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion qui n'a pas encore été mise en œuvre, si j'ose dire, on arrive tranquillement quasiment à 10 millions de personnes, c'est le chiffre qui prévaut aujourd'hui, touchées de très près ou d'un peu plus loin par la crise du logement. Alors pour mieux comprendre cette crise et pour alimenter la réflexion des ateliers, des autres temps de travail et d'échanges que nous aurons pendant ces rencontres, nous avons donc demandé à Thierry Debran de nous éclairer, nous rappeler les causes et pointer les premiers enjeux de cette crise, et à Christophe Robert de nous en expliquer notamment les effets sociaux, mais pas que les effets sociaux, puisqu'il y a d'autres points d'actualité qui vont venir un petit peu aussi télescoper nos échanges. On va avoir les deux interventions l'une à la suite de l'autre, d'abord Thierry Debran puis Christophe Robert. Et à l'issue de ces deux interventions, nous prendrons un temps à la fois d'approfondissement, d'échange avec vous, de rebond si nécessaire. Et la règle est la même que ce matin pour nos intervenants, enfin j'allais dire en tribune sur scène. Vous pouvez bien évidemment rebondir ou compléter sur les interventions les uns des autres. Thierry Debran, on est sur donc une triple crise. Une triple crise, alors on l'a résumé un petit peu en s'inspirant des titres de vos articles dans Le Monde et dans la revue Esprit, en disant qu'elle était à la fois économique, structurelle et du vivre ensemble. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ça tranquillement pour qu'on perçoive bien les enjeux ? Si c'est vert, c'est bon. Si c'est vert, c'est bon. Oui, je ne sais pas si les experts sont les gens qui viennent de plus loin. Moi, je dirais que les experts parlaient très près du micro. Ils m'ont dit que ce matin, on n'entendait pas tous les experts. Les experts, sont souvent ceux qui sont les plus bavards. Donc, j'ai essayé d'être un peu pas trop bavard et de me concentrer dans mon quart d'heure imparti. Je crois que si on parle de crise, et on est tous réunis là aujourd'hui, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le logement est un des socles de notre société, et comme le logement social dans sa plus grande acception a été construit comme un des socles de notre protection sociale. Et si nous avons une crise du logement, il faudrait peut-être aussi réfléchir à si c'est pas un peu une phase de mutation, une phase de transformation de notre modèle de société. Et la crise du logement en est un de ces éléments. Donc oui, vous avez rappelé, moi il me semble qu'on a 3 crises. La première crise, c'est une crise qu'on pourrait définir comme structurelle. C'est un peu un rapport quantitatif-qualitatif. La crise, on a un décalage important entre l'offre de logement et les besoins en logement. Donc oui, il manque, c'est pas quelque chose qui est apparu rapidement, c'est quelque chose qui s'est sédimenté, dire avec moins 100 000, moins 100 000, moins 100 000. On arrive à la fin à avoir, à ce qui manque 2 millions à 3 millions de logements en France. Donc c'est une crise qui vient de loin. Il ne faudrait pas imaginer que c'est une crise récente. La crise du logement trouve son origine il y a très longtemps. Et parce qu'on a cette crise de logement qui se confronte à une crise économique de plus en plus dure, eh bien là, on a les ressorts vraiment d'une très grande difficulté. C'est une crise aussi qualitative.
on le voit bien dans ce que vous faites à l'UNAFO, ce que d'autres peuvent faire dans le logement social. On peut avoir une mauvaise adéquation, on peut avoir en nombre assez de logements sur certains territoires et pourtant toujours avoir des problèmes soit de mal logement, soit de crise du logement. Parce que le logement qui est produit ou qui va être produit n'est pas adapté à la composition familiale, au mode de vie, aux ressources des logements qui sont là. Donc, et ça, c'est un peu, je dirais, la deuxième crise pour moi, la deuxième crise est une crise du pouvoir d'achat. Le logement représente pour les Français leur première dépense et la première dépense contrainte pour les ménages. Donc, sur les plus pauvres, et en plus, ce qui est très marquant, c'est lorsqu'on regarde les taux d'effort, ces fameux taux d'effort en fonction du revenu, eh bien, ils sont décroissants. C'est-à-dire que les plus pauvres, comme c'est une dépense contrainte, eh bien, les plus pauvres consacrent beaucoup plus à leur logement que les plus riches. Grosso modo, avant APL, c'est 36% pour le premier quartile et un peu moins de 16% pour le dernier quartile. Avec l'APL, bien sûr, le premier quartile descend. On arrive à 25%, mais c'est quand même des sommes qui sont tout à fait conséquentes. Et on sait bien que 25% pour quelqu'un qui gagne 750 euros ou 800 euros, c'est pas la même chose que 16% ou 25% pour quelqu'un qui en gagne 10 000. Je veux dire, l'effet monétaire, il y a un effet pourcentage, mais l'effet du reste, de combien il reste par jour, du reste à vivre par jour, est très important. Et que lorsqu'on fait des commissions d'attribution, on regarde de plus en plus, maintenant on regarde les taux d'effort, mais on regarde combien il reste par unité de consommation, je ne vais pas vous l'apprendre, à vivre par jour. Et là, on atteint des chiffres qui nous font souvent sursauter et hocher et dire mais comment on peut vivre avec si peu d'argent ? Et là, on a vraiment une crise du pouvoir d'achat. Après, la troisième crise, pour moi, c'est quand même une crise du vivre ensemble. La crise du vivre ensemble, c'est comment une société qui connaît ses difficultés arrive à accepter l'autre, arriver à accepter les différences, arriver à accepter qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit noir ou blanc, qu'on vienne de tel pays ou de tel autre, qu'on soit malade ou pas. Je veux dire, on est tous confrontés à des problèmes de maladies psychiatriques. Comment on accepte et comment on accepte de vivre tous ensemble ? Il faut pas oublier que les ghettos ne sont pas créés par les pauvres qui décident de se réunir ensemble dans la même zone. Hein. C'est souvent parce que les riches ont voulu rester dans une zone et ils ont souvent voyagé vers cette zone qu'on a créé des zones défavorisées. L'histoire du peuplement des logements sociaux, c'est ça. Les logements sociaux, les grandes zones urbaines sensibles, ne s'appauvrissent pas tant par les gens qui arrivent, mais s'appauvrissent surtout par les gens qui partent. Parce que dès qu'on a un peu d'argent, les statistiques montrent très clairement que dès qu'on a dépassé, qu'on arrive à être une situation intermédiaire ou moyenne, eh bien les gens partent des zones sensibles. Et si on regarde sur les 20 dernières années, il est toujours frappant de voir que les gens qui partent sont plus riches que les gens qui restent, alors que les gens qui arrivent ont à peu près les mêmes richesses, les mêmes revenus que les gens qui sont déjà en place. Donc on a un appauvrissement par la sortie, par la fuite, des couches intermédiaires. Et là, ça nous fait réfléchir. Il y a un économiste qui a eu un prix Nobel dans les années 60-70 qui s'appelle Schelling, qui disait qu'il y avait ce qu'on appelait la théorie des petits pas. C'est une très mauvaise traduction de l'américain au français. C'est-à-dire que c'est par une suite de décisions individuelles de personnes qui vont décider de changer de zone, qui vont décider, eh bien, qu'on arrive à avoir un ensemble. Le problème, c'est que ces décisions individuelles peuvent être plus ou moins renforcées, peuvent plus ou moins incitées par la collectivité. Et je crois que c'est là où on a un enjeu, nous, c'est comment la collectivité dans son ensemble, et on fait que des règles n'incitent pas ou ne favorisent pas cette ségrégation et donc améliorent notre vivre ensemble. Et je crois que là, on le voit bien dans les débats sur cette crise qui nous agite, parce que ça, je crois qu'on en est au 21e rapport de la Fondation, 17e. Pour moi, il y a deux grands débats qui doivent surgir. Le premier, c'est entre choix individuels et choix collectifs, dans le domaine du logement. Hein. Est-ce que la société doit plutôt favoriser l'émergence de choix individuels, c'est-à-dire favoriser l'accession à la propriété, le choix de où on veut résider, ou favoriser plutôt la mise en place de dispositifs collectifs de logement social, des résidences, pour aider à résoudre cette crise du logement. On voit bien que ce n'est pas si simple. Il serait un peu simpliste de dire qu'il y a une politique de droite, une politique de gauche. Non, c'est plus compliqué que ça sur ces choix-là. Mais là, on voit bien que le niveau du curseur entre choix individuel et choix collectif a des incidences très importante. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, c'est ce que disait le dernier intervenant tout à l'heure, je crois que c'est le président de l'UNAFO, sur le budget. Je veux dire, entre favoriser l'accession à la propriété
un peu plus ou un peu moins, ou favoriser la construction de logements en PLAI dans le budget, eh bien pour vous, opérateurs, ça n'a pas du tout la même conséquence. Et donc, ce curseur, sans dire il faut 100% de propriétaires ou il faut 100% de locataires, ce curseur-là a une importance massive sur la résorption de la crise du logement et comment on perçoit notre envie de résoudre la crise du logement. Le deuxième sujet, qui est aussi un sujet d'actualité, c'est, je dirais, l'opposition pour les économistes entre consommation et investissement. Est-ce que lorsqu'on est décideur public, on décide plutôt de favoriser la construction et donc l'investissement en disant c'est une politique de très long terme et on arrivera comme ça à résoudre la crise du logement parce qu'on va construire des résidences, on va construire du logement social, on va inciter à la construction de logements privés, ou on reste schématiquement à l'opposé en disant on prend ce qui est et on aide les familles à rembourser ou à payer leur logement. Donc là, on aide plutôt à la consommation avec les APL. Loin de moi de dire que l'APL est un mauvais système. Je veux dire, heureusement qu'on a l'APL en France pour un très très grand nombre de familles. Lorsqu'on regarde les masses monétaires que la France met dans l'APL, c'est tout à fait massif. On peut regretter, je reviendrai après, qu'on a assez peu de réflexion et assez peu de savoir sur, en tout cas à mon goût, pas assez sur l'APL. Donc oui, mais l'APL, il y a des gens certainement beaucoup plus savants que moi, c'est 17-18 milliards. Les aides à la pierre donc pour le logement social, 500 millions. Est-ce qu'on est sur un bon ratio, un bon partage entre l'aide à l'investissement et l'aide à la consommation? C'est pas un débat simple parce que dès qu'on dit, je vois bien toute la salle et moi le premier, dire si je dis je ne revalorise pas cette année les aides à la personne et la non-revalorisation, je la mets sur l'aide à la pierre, je vais avoir la moitié de la salle qui va me dire c'est génial, on va pouvoir construire plus, et l'autre moitié de la salle qui va vouloir me pendre et me mettre dans un tonneau de goudron avec des plumes en me disant c'est scandaleux, vous allez encore appauvrir les gens et les gens ne vont plus pouvoir payer. C'est des choix de sociétés collectives qui ne sont pas simples à prendre, et je crois qu'il n'y a là pas de bons choix. Il y a plein de bons choix, mais le premier choix, c'est, je dirais, un choix budgétaire. Quelle est la place que prend dans nos sociétés, dans nos budgets, le logement? C'est simple, c'est à peu près 30 à 40% du budget des individus, le logement. C'est moins de 2% du budget de l'État. Je crois qu'il faudra un jour qu'on explique comment on arrive à avoir autant de différences entre du budget des individus et du budget de l'État. Je crois que là, il y a des vrais choix qui doivent être faits. La question après, c'est toujours cette question qui est très compliquée pour les économistes. Autant on arrive bien à voir la notion de corrélation, autant la notion de causalité, et donc quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour résoudre cette crise ne sont pas simples. Donc, ce que je voulais vous présenter comme ça en prélude, c'est que cette crise, elle est multiple. Et résumer la crise en un an, elle est multiple parce qu'il y a plusieurs causes, elle est multiple parce qu'elle n'a pas les mêmes, elle n'a pas les mêmes origines et pas les mêmes raisons sur les territoires. Quelqu'un de l'ouest de la France me disait oui, à Rennes, nous sommes en crise du logement. J'essayais premièrement de lui dire oui, parce que c'est toujours sympa d'être en accord avec son interlocuteur. Puis j'ai dit oui, mais on ne peut pas comparer toutes les crises. Qu'il existe des vraies situations de mal-logement dans certaines zones, qui soient en vraie difficulté, qui provoquent des situations de crise, oui. Après, il y a des territoires en France où la crise devient tellement massive, où les situations sont tellement massives que là, on peut vraiment parler de crise du logement. Donc, il n'y a pas une crise du logement, il y a des crises du logement qui souvent n'ont pas la même origine et qui donc n'appellent pas les mêmes méthodes, les mêmes solutions. Et ce qui est très difficile en France, c'est que donc il faut aller vers un État extrêmement centralisateur, vers peut-être des politiques qui soient plus décentralisées. Et à chaque crise, sa solution. Une crise unique qui viendrait pour adapter à Paris, pour résoudre les problèmes de Rhône-Alpes dans les zones de montagne, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution.
Vous écriviez même dans vos articles que c'était carrément un modèle économique et social qui est à réinventer. Donc, par succession peut-être de différentes solutions ou réponses localisées, territorialisées. Là, je pense que la France avait cette chance d'avoir un modèle économique et social de production du logement qui était quelque chose d'extraordinaire. Dans ma carrière, je suis passé par le monde des bailleurs sociaux. Je ne connais pas d'autres systèmes d'éléments de la protection sociale, parce que pour moi, le logement social est un des socles de notre protection sociale, qui avait inventé un système pérenne où, grosso modo, on n'avait quasiment pas de déficit. C'est-à-dire qu'on avait inventé un système où l'État mettait un peu de subventions, les collectivités mettaient des subventions, on avait des prêts à très long terme, et on avait un modèle économique et social de production du logement qui fait qu'on a pu inventer en 30 ans, on va dire, en 40 ans, 3 millions de logements sociaux. Donc on avait un modèle qui... Le problème, c'est que, comme souvent, lorsqu'on a quelque chose qui marche et qu'à côté on a quelque chose qui ne marche pas, on dit on va peut-être prendre un peu de ce modèle qui marche pour aider ce qui ne marche pas à côté. Et on se retrouve in fine avec deux systèmes qui ne marchent pas. Et le problème du modèle économique et social du logement, c'est donc à deux raisons. Premièrement, c'est que on a un problème sur je dirais, comment on produit du logement social en France, comment on produit des résidences en France, quels sont les mécanismes de subventionnement et de financement pour produire du logement. On avait un système, je crains que depuis 10 ans, 15 ans, on ait beaucoup raboté ce système et je suis plus sûr que le système à long terme soit pérenne. Il l'était, il ne l'est plus, je pense. Et on a un deuxième problème, c'est que est-ce que ce système qui a eu ses vrais résultats, qui a eu des échecs, on ne va pas non plus se voiler la face, on est entre nous, est adapté pour répondre à une pauvreté qui explose, avec une pauvreté massive. Le logement social, c'est ce qui était très bien expliqué sur l'évolution du peuplement. Je crois que c'était le directeur ou le président d'Adoma. Adoma a été inventé pour loger des Algériens qui arrivaient, qui avaient 20 ans. Le modèle de production et de logement et d'offre de logement est-il adapté toujours à des gens qui ont 50 ans de plus ou à des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas d'emploi? Le problème du logement social était là. Le logement social a été construit pour être un logement de masse pour des gens qui étaient en emploi, qui étaient certes modestes, mais qui n'étaient pas dans très grande pauvreté, qui pouvaient être aussi dans la très grande pauvreté. Mais c'était un modèle, je dirais, universaliste. Ça touchait un très grand nombre de la population. Le problème, c'est qu'avec l'émergence massive, il y a toujours eu des très pauvres, ça aussi, mais c'est le volume, la masse de population qui s'appauvrit en France. Est-ce que notre modèle économique et donc la sociale est adapté pour répondre à la façon dont on produisait du logement? J'entendais parler avec un certain plaisir de logement adapté, de logement accompagné. Comment on accompagne dans du logement social, dans des résidences, des gens qui sont de plus en plus en très grande pauvreté? Il ne faut pas oublier, quand moi j'étais jeune économiste, je pensais que tout venait de l'emploi. Une fois qu'on avait un emploi, on trouvait un logement, on trouvait la santé, on trouvait ainsi de suite. Et un jour, on fêtait les 20 ans de Fréa, une association, et il y a une dame qui vient, une locataire, qui vient et qui prend la parole. Il me dit, Monsieur Debrand, moi, vous m'avez permis de trouver un logement. Et je lui dis, c'est bien. Elle me dit, une fois que j'ai trouvé un logement, j'étais libre mentalement pour aller chercher de l'emploi. J'ai trouvé un emploi. Comme j'ai trouvé un emploi, j'ai pu ramener ma famille, j'ai stabilisé ma situation familiale et mes enfants sont bien mieux à l'école. On voit bien que le logement et comment on adapte le logement à cette situation, ça, je crois qu'on a encore des efforts tous collectivement énormes à faire pour dire, voilà, le socle, c'est le logement. Une fois qu'on a le logement, on peut travailler et on doit travailler sur tout le reste. Merci pour cette première approche, ces premiers éclairages. On va enchaîner avec une deuxième approche, celle de Christophe Robert, qui va rebondir sur les premiers propos entendus et nous donner aussi quelques éclairages sur les effets sociaux du logement. On constate, Christophe Robert, que le mal logement, loin de régresser, s'est développé et même s'est enraciné assez profondément, et que ces visages du mal logement sont très très diversifiés et renouvelés, et la grande pauvreté et l'explosion du phénomène dont parlait Thierry Debrand à l'instant nous le confirment. Alors, votre vision à vous, alors par simplicité, on a un éclairage qui est un peu plus sociologique, mais tout est dans tout et réciproquement, donc vous commencez par rebondir. Bonjour. Oui, beaucoup de choses ont été dites par Thierry.
quand même une chose. La situation sur le front du logement n'a pas toujours été celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc il s'est passé quelque chose dans ce pays. Ce n'est pas d'ailleurs le cas de tous les pays, y compris des pays proches des nôtres, assez similaires sur le plan économique, du développement démographique, ce qui est en dehors de l'Allemagne sur le plan démographique, mais il s'est passé quelque chose. Nous, l'analyse que l'on fait quand même, et je vais essayer rapidement, un quart d'heure, d'en décliner les facteurs et les conséquences, c'est que la situation s'est fortement dégradée. Alors peut-être parce que le modèle n'est plus le bon, on pourra en discuter avec vous, sans doute, mais la situation s'est dégradée et assez rapidement. D'ailleurs, si on prend référence sur les 17 derniers rapports de la Fondation Abbé Pierre, les quelques 3-4 premiers ont parlé des grands exclus, confrontés à une absence de logement adapté, d'un accompagnement digne de ce nom, d'une main levée à un moment pour essayer de sortir quelqu'un qui a été en désescalade. Et puis, quand on reprend, j'ai fait un article sur tous les 17 rapports, c'est hallucinant de voir comment on constate l'élargissement dont parlait Thierry Delahaye tout à l'heure, des nouvelles victimes de la crise du logement. Et donc il faut l'analyser, ça. Il s'est passé quelque chose. Alors il s'est passé quelque chose sur le front de l'exclusion. 4-5 millions de personnes au chômage selon les indicateurs que l'on retient, un taux de pauvreté qui est reparti en hausse, derniers indicateurs de l'INSEE, une montée en puissance d'un phénomène assez récent qui rejoint ce que vient de dire Thierry Debran, à savoir le phénomène des travailleurs pauvres, phénomène nouveau aussi. Vous travaillez, mais même si vous travaillez, vous pouvez être pauvre. Montée en puissance également du surendettement, et bien sûr une crise qui depuis 2008 vient accentuer ces phénomènes qu'on observe depuis plusieurs décennies. Ce qui est nouveau, il nous semble à la Fondation Abbé Pierre, c'est que désormais, dans cette situation d'exclusion dans notre pays, le logement occupe une place inédite. C'est-à-dire, il occupe une place centrale et nouvelle. Alors ça s'explique, ça a été dit, un déficit de logement, on n'a pas assez construit, on peut réfléchir au modèle qui nous a conduit à pas assez construire, mais il faut rappeler quand même les indicateurs de la crise. Des prix qui ont doublé en 10 ans. Alors, pourquoi? Parce que sans doute pénurie, plein d'autres raisons. Mais des prix qui ont doublé en 10 ans dans l'immobilier. Des loyers de relocation qui augmentent de 50% en 10 ans. Il faut se le rappeler. Ces chiffres-là des charges qui, pour certaines, si on prend le gaz, c'est 65 à 70% en 5 ans. C'est de la folie. Et bien sûr, les salaires n'ont pas suivi, l'APL non plus, malgré qu'elle continue chaque année d'injecter 1 milliard de plus, ce qui pose un vrai problème de société. Je partage l'analyse. Donc, dans ce contexte-là, avec des facteurs de crise du logement comme ceux que je viens de décrire très rapidement, il y a eu élargissement des victimes de la crise du logement. Il n'y a plus seulement les personnes en désinsertion sociale, en désinsertion économique, qui sont confrontées à des difficultés de logement. C'est très important, à mon sens, de l'avoir en tête, parce que désormais, et c'est comme ça qu'on le dit dans le rapport, le 17e, le logement est au cœur des exclusions dans notre pays. Pour les raisons que Thierry a évoquées, mais je voudrais vous rappeler quand même la situation d'un certain nombre de personnes, sans prendre trop de chiffres, mais montrer cette exclusion, la manière dont elle s'exprime. Les personnes à la rue, aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Hein? J'ai même l'impression que ce gouvernement est en train de vouloir mettre à l'abri. On retombe dans les vieux démons de la mise à l'abri à coups de gymnase et de l'Hippico. Hier, j'étais avec pas mal d'associations à qui on demande d'ouvrir des gymnases et des l'Hippico. Sans doute faut-il les ouvrir, ces lits de camp et ces gymnases. Mais en même temps, c'est évidemment pas la solution et c'est la preuve d'une forme d'échec. Échec sur les expulsions locatives qui ont doublé en 10 ans. Un impact qui a aussi une conséquence forte sur l'exclusion, de nouveaux arbitrages financiers dans le budget des ménages. Vous le savez, puisque vous le vivez pour la plupart d'entre vous, ou directement, ou par les personnes que vous accompagnez. Quand on en est à ce taux de dépenses, le coût du logement, ça a un impact sur les dépenses d'alimentation, ça a un impact sur les dépenses de santé, de culture, de loisirs. Et donc, ça a un impact sur la société dans son ensemble. On sait aussi que ces conditions de mal logement qu'on est en train de décrire ont un impact sur la scolarité des enfants. Surpeuplement, échec scolaire. Pas toujours, mais ça peut produire l'échec scolaire. Donc c'est une question aussi là de société. Si on prend les formes exacerbées du mal logement les plus dures, la résurgence des bidonvilles, assez nombreux. Alain Régnier, on avait une réunion hier, nous disait des chiffres effarants de points d'ancrage de bidonvilles aux portes de nos grandes agglomérations, même aux portes de nos moyennes villes,
et qui doivent nous préoccuper parce que ça a un impact sur la santé, comme le saturnisme avec le logement indigne, etc. Bien sûr, Thierry Debron l'a bien dit, ça a un impact sur la question du vivre ensemble. Rendons-nous compte que dans les zones urbaines sensibles, les 750 zones urbaines sensibles, un enfant sur deux est pauvre. C'est-à-dire qu'on a effectivement confiné dans des quartiers, par les mécanismes décrits à l'instant, des personnes qui sont regroupées parce qu'elles ont été exclues du marché du logement, parce que de fil en aiguille, elles ont été aiguillées dans ces quartiers de relégation. Un enfant sur deux pauvre dans les US. C'est un chiffre qui devrait nous faire bondir. Et un impact fort sur la perspective, les perspectives qui sont offertes aux jeunes. Alors, de manière un peu plus sociologique maintenant, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Parce que là, on vient de parler de l'impact sur les personnes, une partie des impacts, il y en a beaucoup d'autres, mais je sais que vous les connaissez. On voit que les comportements des ménages, ça a conduit à un abaissement progressif des exigences en matière de logement. Exactement le même phénomène que l'on a pu connaître dans l'emploi. Hein, au départ, vous cherchez un emploi, un CDI, pas de CDI, ça va être un CDD, plein temps, non pas à plein temps, tiers-temps, non pas tiers-temps, mi-temps, d'accord, mais mi-temps quand même 2 jours et demi, non, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, écoutez, s'il n'y a que ça, je ferai ça. Sur le logement, quand on regarde les parcours du combattant de la recherche de logement des ménages les plus fragiles, évidemment, mais même des modestes, eh bien, on voit qu'il y a eu une réduction des exigences. Ça conduit, plus sociologiquement aussi, à un nivellement des conditions de vie par le bas, par un phénomène aussi, j'allais dire, de désescalade collective, avec un phénomène de concurrence qui fait que les plus pauvres se partagent les miettes. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissaient le front du logement il y a déjà quelques années, il y avait des logements de moyenne qualité qui servaient aux plus pauvres, aux plus précaires, de solutions, peut-être pas super satisfaisantes, mais globalement ça servait de solution. Mais quand on voit que les modestes sont sur ce marché-là aussi, il y a un effet de concurrence qui pousse les plus fragiles vers des solutions totalement indignes. Ça a un impact sur la capacité ou la possibilité ou la visibilité de se projeter dans l'avenir pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans un rapport il y a 2 ans, on a montré qu'il y avait 600 000 enfants qui vivaient dans des conditions de mal logement. Ben oui, ça a un impact. Ça pénalise le parcours, durablement, comme pour les jeunes qui sont obligés de bosser parce que pour payer leurs études, pour payer leur logement, alors qu'ils sont en études et qu'ils vont consacrer beaucoup de temps à travailler pour se payer ce toit. Donc c'est un impact durable, ce n'est pas seulement le temps que jeunesse se fasse. En gros, le logement n'est plus, alors c'est peut-être là où Thierry évoque un changement à opérer ou de grille de lecture, n'est plus une protection durable. Ça l'a été, souvenez-vous, la loi Louis Besson de 1990, on était dans ce scénario-là et on allait développer en repérant là où ça ne marchait pas pour qui. Et on développait les outils associatifs, les outils institutionnels pour dire, y a des gens qui passent au travers des mailles du filet, on va les récupérer, on va les aider, on va leur tendre la main. Mais là, on n'en est pas là. On en est dans un élargissement qui fait que le logement n'est plus une protection durable. Du coup, autre conséquence sociale, les solidarités de proximité sont sollicitées pour répondre à l'abaissement des solidarités collectives et de protection sociale. C'est le phénomène de l'hébergement chez les tiers comme amortisseur de crise du logement. C'est le phénomène de recours à l'hébergement collectif qui est utile pour un certain nombre de personnes, mais comme amortisseur de crise quand on n'a pas d'autre solution. Pensez requalification de requérant DALO au logement, requérant DALO au hébergement, par exemple. Des solidarités qui sont collectives, qui sont mises à mal. Écoutez ce que nous disent les CCAS partout. Écoutez ce que nous disent les maires quand ils sont dans leur permanence sur la question du logement. Écoutons ce qu'ils nous disent aujourd'hui, les dépenses des fonds de solidarité logement qui sont recalibrés, non pas pour mieux répondre aux personnes, mais pour être en capacité de donner un peu à tout le monde ou à moins de monde, mais sont confrontés à un élargissement. Donc le système de protection que constitue le logement, en quelque sorte, à mon sens, à notre sens à la Fondation Abbé Pierre, est en train de craquer et ça suppose une interrogation de l'ensemble de la collectivité, comme ça a été rappelé. Sur la question territoriale, je partage totalement l'analyse. Il n'y a pas une crise du logement, il y a des crises du logement. Mais il ne faudrait effectivement pas réduire l'action publique au secteur considéré comme tendu, parce que le mal logement s'exprime sous des formes différentes, avec une intensité différente selon les territoires. Vous avez parfois, et on est en train d'analyser ça pour le futur rapport de la Fondation, vous avez parfois des territoires où le logement n'est pas cher du tout, mais il y a plus de problèmes de mal logement.
pour des raisons qui ne tiennent pas directement à la cherté du logement, mais qui tiennent à l'histoire d'un territoire, de désindustrialisation, de forte proportion de pauvres dans ce territoire. Mais au final, ce sont des personnes en situation difficile, en situation de mal logement. Donc ça appelle une intervention de la politique publique forte, sans doute différenciée. Donc l'acte 3 de la décentralisation va être un enjeu fort autour de comment on va faire jouer cette solidarité nationale qui doit être portée par l'État, mais la caler pour une intervention adaptée au territoire. Il y a des enjeux évidemment très forts sur ce chantier-là. Donc le logement au cœur des exclusions. Mais je voudrais ajouter un autre point qui n'a pas toujours été comme ça non plus, c'est que désormais le logement est au cœur des inégalités. Et ça, je pense que c'est un phénomène qu'il faut regarder en face et qui est lui aussi relativement récent. Quand je dis le logement est désormais aussi au cœur des inégalités, c'est que cette dérive que nous décrivons là, elle n'a pas eu le même effet sur tout le monde, de la même manière. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Ça a été rappelé sur les taux d'effort. Mais je voudrais ajouter, par rapport à ce que Thierry Debran venait d'évoquer sur les taux d'effort des plus pauvres ou des plus riches, c'est que si on regarde l'évolution des taux d'effort sur 30 ans des plus pauvres et des plus riches, celui des plus riches, il n'a pas bougé. Il s'est stabilisé ces 30 dernières années. Celui des plus pauvres, mais je ne dis pas les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, je parle du dernier quartile, les 25%, il a doublé. Donc, tout le monde n'a pas pris de la même manière, de plein fouet, la crise du logement. Premier élément d'inégalité. Deuxième élément d'inégalité, sur la question du patrimoine. Qui peut accéder aujourd'hui à la propriété et donc se constituer un patrimoine protecteur, malgré tout, si ça passe dans de bonnes conditions. Une accession à la propriété qui ne se passe pas dans de bonnes conditions, effectivement, elle ne sera pas protectrice. Mais globalement, c'est en général protecteur. Eh bien, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis 5-10 ans, les catégories modestes accèdent moins à la propriété qu'elles ne l'accédaient il y a 30 ans. Et les catégories du haut du panier accèdent plus à la propriété qu'il y a 30 ans. Donc c'est très important d'avoir en tête cette analyse longitudinale pour montrer l'impact qui n'a pas été le même pour tout le monde dans notre société. Et on pourrait prendre d'autres éléments qui montrent que ce système du logement a produit des inégalités encore davantage. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. On m'avait dit un quart d'heure, il m'en reste 3. Il t'en reste 3 minutes. C'est superbe. Simplement pour dire que face à ce logement producteur d'exclusion, producteur d'inégalités, qui crée des dégâts sociaux considérables, il nous semble qu'il faut impérativement changer de logique. Il faut impérativement changer de logique en se demandant quelle est la place du logement dans la vie de nos concitoyens, quelle est la place du logement dans la ville, par rapport à le phénomène de ségrégation territoriale qui était évoqué tout à l'heure. Donc il faut absolument avoir en tête les conséquences sociales, sanitaires et économiques du mal-logement pour déterminer la nouvelle politique du logement que nous voulons. Si on n'inverse pas la logique, on ne pourra pas engager la réforme structurelle, y compris sur la fiscalité dont nous avons besoin, pour faire une autre politique du logement. Il faut se dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est productif sur l'emploi dans le bâtiment, sur l'emploi tout court pour la mobilité des citoyens. Vous savez que la mobilité est freinée par ces difficultés d'accès au logement. Se dire que ça a un impact sur l'environnement, parce que le bâtiment est le premier consommateur d'énergie. Se dire que ça a un impact sur la cohésion sociale, parce qu'une ville qui est séparée comme la nôtre, ségrégée comme la nôtre, ce n'est pas satisfaisant pour le bien-être de la ville et le bien-être de tous. Et puis surtout, que c'est un enjeu de lutte contre la pauvreté et contre les exclusions. Donc c'est à partir, nous semble-t-il, de cette logique-là qu'il faut repenser la nouvelle politique, et peut-être on pourra en parler en ce qui concerne l'actualité politique. Merci. Alors, on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Avant cela, est-ce qu'il y a des réactions, des questions à poser à Christophe Robert ou à Thierry Debran, ou des interventions pour relayer ou, Oui, je vous en prie, si vous voulez bien appuyer sur votre micro et vous présenter. Yvon Condamin, président d'Aralis. Je suis tout à fait d'accord avec vous et vous suis sur le fait qu'il s'est passé quelque chose d'important dans notre pays qui explique la crise à la fois de l'exclusion et du logement, qui se cumulent et je dirais qui rentrent en synergie. Mais il me semble que vous avez quand même omis un facteur sociologique explicatif, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément un levier d'action. C'est quand même le phénomène d'éclatement des familles et les familles monoparentales. Parce que
ça a un double effet, à la fois sur les ressources des ménages et à la fois sur la demande de logement. Et à la fois sur la demande qualitative de logement, parce que ce n'est pas les mêmes logements qui sont demandés. Et je pense que je suis étonné que vous n'êtes pas le premier à ne pas prendre en compte ce facteur. Alors, je ne sais pas en termes de plan d'action ce que ça peut signifier, mais en tout cas, je crois que cette explosion cet alourdissement de l'explosion des familles et des apparitions des familles monoparentales est un phénomène tout à fait majeur. Qui souhaite répondre? Thierry Debrand? Ah oui, il y en a deux. Pour moi, il y en a deux. Il y a l'éclatement des familles, et c'est tout à fait vrai. Quand il fallait un logement, il en faut deux. Aussi, le souhait de la société que les enfants ne coupent pas le lien avec le père ou la mère et faire en sorte qu'il y ait deux logements, grands logements, pour que les logements soient adaptés à l'accueil des familles, fait qu'il ne faut pas un petit logement et un grand logement, mais il faut aussi doubler les tailles des logements. Donc on a un double effet comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Le deuxième phénomène qu'on voit mal et qu'on mesure mal, c'est le vieillissement. Parce que là, on a un effet qui est aussi d'adaptation des logements, mais il y a un effet masse. Quand vous rajoutez un trimestre d'espérance de vie aux Français tous les ans, ça veut dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, quand quelqu'un mourait, il libérait un logement. Maintenant, la personne qui reste, eh bien, c'est un logement qui n'est jamais libéré. Mais on peut dire comme ça, c'est un problème de 60 000 à 80 000 logements par an en 5 ans qui ne se libèrent plus. Je pense qu'on ne va jamais revenir sur le divorce. Et heureusement, je pense qu'on peut penser tous collectivement que les gains d'espérance de vie, c'est une bonne chose pour une société. Le problème n'est pas ni le divorce ni le gain d'espérance de vie, c'est que la société n'ait pas pris ça en compte, alors que c'est des phénomènes. Christophe disait, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je pense que les choses qui se sont passées il y a 15 ans ou 20 ans. C'est renforcé aujourd'hui, mais c'est des non-décisions il y a 15 ou 20 ans renforcés il y a 10 ans qui font qu'on est dans la situation actuellement. Et ça s'aggrave parce qu'on est dans une situation économique très délétère. Donc c'est là où on a cet effet-là. Je crois que c'est une sédimentation des changements démographiques massifs. Je veux dire, quand on regarde, il y a eu un rapport du Conseil économique et social sur les besoins en logement il y a de ça 4-5 ans, qui montrait très bien que ce n'est pas l'immigration les grands phénomènes qui créent les besoins en logement. C'est le vieillissement, c'est le mode de vie des familles, des ménages français. Christophe Robert? Oui, enfin moi tout à fait d'accord. C'est pas tant que c'est oublié, c'est que c'est à l'origine du déficit. C'est-à-dire que et de l'inadaptation de quel type de logement. C'est-à-dire que le déficit est en partie lié à une mauvaise estimation des séparations conjugales, qui fait que pour un logement avant, on en a besoin de 2. Et donc, c'est la cause du déficit. Hein. Après, la réponse, c'est d'être en capacité d'avoir un nombre de logements suffisant, quantitativement parlant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui est à la source de bien de nos problèmes. Mais effectivement, vous remontez à la source du déficit, même si on peut aussi pointer par rapport à ce que vous évoquiez, une politique du logement ou des outils qui n'ont pas intégré cette réalité qui est désormais un fait de société sur la transformation des structures familiales. Je pense bien sûr aux personnes isolées, même si la réponse elle a été, par exemple, dans le logement social, une augmentation considérable des femmes seules avec enfants dans le logement social. Donc ça a été une réponse par la protection que constitue le logement social, comme c'était dit tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres phénomènes qui n'ont pas été intégrés. Effectivement, les phénomènes de double résidence, l'APL, pour permettre à qui on la donne, entre qui garde les enfants. Et on voit bien que, globalement, la politique du logement n'a pas suivi. Elle est en retard par rapport à cette évolution structurelle déterminante. D'autres questions, d'autres interventions? Oui. Oui, simplement peut-être pour... Juste vous représenter, puisque tout le monde ne vous voit pas. Oui, Loïc Richard, directeur de l'association Aléos à Mulhouse, plus exactement dans le Haut-Rhin, mais je voudrais juste évoquer effectivement l'illustration de crises qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut imaginer effectivement dans des zones tendues. Et notamment dans un bassin comme celui de Mulhouse, où effectivement, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, on se dit, bah, tiens, le coût du logement est très bas, il y a du logement vacant, même, y compris dans le logement social, et donc on ne devrait pas avoir de problème. En réalité, on se rend compte sur ce type de territoire
Cet été, une étude est sortie qui démontrait qu'on faisait partie, que Mulhouse, malheureusement, faisait partie des villes les plus pauvres, hein, avec un taux de pauvreté de l'ordre de 32% de la population. C'est considérable. Eh bien, on a à la fois cette situation d'un marché immobilier totalement déprimé, on a un dispositif d'hébergement qui est totalement saturé, et on a actuellement à peu près 50 familles qui dorment à la rue toutes les nuits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a du logement qui n'est pas du PLAI, qui est cher, qui est donc pas accessible. Ça peut être du logement social, mais il n'est pas accessible. En plus, aujourd'hui, on parlait de la crise énergétique. Ça vient doubler ceci. Ces logements sont des logements dont les charges sont extrêmement élevées. Et donc, le saut pour se passer de l'hébergement au logement est considérable, parce que ça, bien sûr, ce n'est pas APLisé, hein, bien évidemment, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis en plus, ces logements, en général, c'est dans les zones stigmatisées dans lesquelles les pauvres eux-mêmes ne souhaiteraient pas pouvoir retourner parce qu'ils savent que ça va créer d'autres difficultés. Et on cumule tout ça, et donc du coup, y compris, et c'est une grande difficulté quand on parle avec les services de l'État, parce qu'on dit il y a de la vacance, donc vous devriez pouvoir y arriver, mais en réalité, non, il y a aussi une crise, y compris dans ces territoires très détendus. Une réflexion, Christophe, Thierry Lebrun ? Est-ce que c'est vert ? Christophe Robert. Oui, voilà. Une petite chanson. Non, oui, je crois que c'est vraiment... Enfin, vous pointez plusieurs problèmes. Thierry Lebrun l'a dit, il y a la question du déficit, hein, on l'a évoqué, mais il y a les questions de l'adaptation qualitative du logement, c'est-à-dire des niveaux de loyer. C'est clairement un problème majeur dans le parc locatif privé quand je parle du parc de qualité, hein, encore que même les marchands de sommeil, ça peut être très cher au niveau du loyer. Mais c'est vrai aussi dans le logement social. C'est une dérive qu'on a laissé partir et qu'on ne retient pas, malgré les alertes, les vôtres, les nôtres, successives, qui est extrêmement préoccupante. Si on regarde bien l'offre neuve produite, y compris en PLAI, elle n'est pas accessible pour un certain nombre de ménages qui sont aujourd'hui peut-être dans la rue ou qui sont dans un certain nombre de situations d'hébergement. Donc il y a eu, effectivement, il doit y avoir une réflexion sur le modèle économique, y compris du logement social, c'est-à-dire la capacité à faire sortir, à équilibrer des opérations pour faire sortir des logements qui restent accessibles aux ménages les plus fragiles. Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées vient de sortir une étude, il y a 6 mois là-dessus, c'est incroyable. Vous avez 75% de l'offre nouvelle de logements sociaux de ces dernières années qui est au-dessus des plafonds de loyer pris en compte pour le calcul de l'APL. C'est-à-dire qu'en fait, une partie n'est plus solvabilisée par l'APL. Et donc, pour les ménages les plus fragiles, ne peut pas permettre d'entrer dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier point. Sur la question de la précarité énergétique, c'est considérable. Et puis, vous savez aussi que l'APL, qui coûte très cher, hein, je suis d'accord sur le fait d'avoir une réflexion collective, responsable sur la question de l'APL, mais elle ne couvre effectivement que très peu, avec son forfait charge, de ces réalités. Donc, on est exactement dans le type que vous décrivez. Mais il y a aussi une crise de l'hébergement. Hein. C'est-à-dire qu'on a ce secteur, mais vous le connaissez très bien, qui est embolisé par le bas, parce qu'il y a énormément de politiques structurelles qui n'ont pas permis de protéger les personnes en amont, donc c'est dans l'hébergement qu'on les retrouve, et puis par le haut, par cette incapacité à sortir. C'est pour ça qu'on ne s'en sortira pas qu'avec du logement social, mais que pour le logement social, il faut réfléchir à une offre vraiment accessible, vraiment adaptée aux ressources des ménages, mais ça va coûter de l'argent. C'est pour ça que aussi sur le secteur privé, il va falloir une véritable régulation des loyers qui permette une baisse, parce que seul le logement social ne pourra pas répondre à l'ensemble des situations d'exclusion qu'on décrit depuis tout à l'heure. Thierry Lebrun a retrouvé sa voix. Oui, j'ai retrouvé ma voix. Oui, c'est simple. Vous sortez un PLAI T1 bis, T2 en région parisienne, parce que je viens de Paris, 6,50 €, 7 € du mètre carré à peu près. Il fait 20-25 mètres carrés. Vous rajoutez 2 € de charge et vous comparez ça à des ressources de quelqu'un qui a le minimum vieillesse. Et vous dites combien il reste de revenus par jour pour cette personne. Et vous êtes à 7-8 € de revenus par jour de reste à vivre.
Voilà, la réalité, elle est là. On n'a plus actuellement les logements sociaux qu'on sort et qu'on doit sortir en PLAI. Je connais moins les chiffres de Mulhouse, mais ne répondent plus à la très grande pauvreté, à la très grande précarité. Pauvreté, c'est très grande précarité. Parce que précarité, c'est quelque chose que tu expliquais très bien. C'est la caissière de Carrefour, c'est la femme de ménage qui fait le ménage dans nos sociétés, qui va se lever tôt, qui va se lever tard, qui va faire qui va faire juste son quota d'heures, mais pas plus. C'est très grande précarité. Et en plus, il faut se dire, le problème des impayés et l'explosion, il y a un très bon article dans Le Monde de ce matin, hier soir, sur l'explosion des impayés, pose des questions, parce que les organismes, les bailleurs sociaux, les organismes de logement social deviennent de plus en plus sélectifs à l'entrée par rapport aux gens, toujours en prenant sous les plafonds de ressources. Mais comme on a augmenté le nombre de gens qui peuvent y rentrer parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, eh bien, je dirais il y a une sélection entre les pauvres et on prend les moins pauvres des pauvres. Et là, on voit bien que qu'est-ce qui reste pour les plus pauvres des pauvres? Il reste l'hébergement. Et après, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a les solidarités intrafamiliales, ce que tu expliquais très bien. Mais là, je dirais que c'est toujours ce que moi je pose entre individuel et collectif. Est-ce que dans une nation comme la France, il est bon que la solidarité repose plutôt sur les solidarités familiales que sur la solidarité collective? Là aussi, je pense que c'est un choix de société. Oui, d'autant, juste un point pour compléter sur cette notion des solidarités individuelles et collectives, c'est qu'on observe bien que le recours à des solidarités privatives pour pallier la défaillance des solidarités collectives, c'est que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc c'est profondément inégalitaire et c'est un des facteurs supplémentaires sur les inégalités que j'évoquais tout à l'heure. Ceux qui peuvent, et on le voit très bien, les jeunes qui se lancent, ceux qui peuvent bénéficier de la solidarité familiale pour pouvoir avoir un logement de qualité, il n'y a pas de gros problème globalement, mais ceux qui ne le peuvent pas, là, on entre dans la pénalisation qui peut durablement mettre en cause le parcours d'un jeune, ce qui est aussi une forme de remise en cause du contrat social. On pourrait continuer, hein, le fait de dire l'emploi ne protège pas la pauvreté, on l'a dit tout à l'heure, l'emploi ne protège pas du mal logement. On est dans une situation qui crée d'ailleurs le malaise du travail social que vous connaissez bien. Parce que quand on doit dire à quelqu'un bah, « attendez, il n'y a rien », ou « attendez », etc., on est dans une profonde remise en cause du contrat social, c'est une évidence. D'où une réflexion profonde, structurelle, qu'il ne faut pas simplement gérer à la marge avec 2000 PLAI de plus, 100 € de moins ou je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir en sortir, c'est une évidence. D'autres questions, d'autres interventions? Allez-y. Pierre-Yves Robert-Joux, délégué de la CILPI, mais je ne vais pas tellement intervenir à ce titre, mais bon, j'ai été prof d'économie et macroéconomiste aussi dans d'autres périodes de ma vie. Nul n'est parfait. Voilà. Ma première remarque, c'est qu'il faut quand même faire attention. Ça n'a jamais été pire. Si, ça a pu être pire à certaines périodes gravissimes, notamment dans l'après-guerre. Enfin bon. La seconde, c'est qu'il faut le constater, toutes les statistiques l'indiquent qu'en moyenne, le fond du problème, c'est le en moyenne, l'état global du parc et des conditions de logement s'améliore en France d'année en année. Alors derrière ce en moyenne, on a ensuite la réalité sordide d'une logique de sablier ou d'une logique d'appauvrissement ou d'une logique d'incapacité à entrer, incapacité pas à cause des individus, mais de leurs moyens monétaires. Ce n'est pas un problème de psychologie, c'est un problème fondamentalement de moyens monétaires à entrer dans l'espace du logement. Mais il ne faudrait quand même pas avoir une vision dramatique qui est que, globalement, les conditions de logement en France, je ne dis pas des Français, mais en France, sont en train de diminuer. Il y a une vraie crise, qui est sur l'entrée et de supportabilité de ce que représente le logement pour la fraction la plus pauvre. Ça, on est d'accord. Un taux d'effort pour des très riches ou des très pauvres, ça dépend d'un numérateur comme d'un dénominateur. Il suffit d'avoir un dénominateur, c'est-à-dire un taux, les revenus qui augmentent aussi vite que la charge de logement pour que le taux d'effort ne baisse pas. Ce n'est pas très difficile dans un milieu où la richesse, dans une société où la richesse d'une fraction restreinte de la société s'accroît beaucoup plus rapidement que la richesse moyenne, d'avoir des taux d'effort qui stagnent, voire diminuent. Tout tient largement au dénominateur. Mais enfin bon, ça ne règle pas le problème des autres, ceux qui justement ont un dénominateur, c'est-à-dire des revenus qui, eux, diminuent, voire qui n'arrivent pas à avoir de revenus en dehors des minima sociaux. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, je n'ai pas été convaincu, parce que ce n'est pas ce que je constate à travers un certain nombre d'enquêtes ou de données, y compris les rapports de l'ONSUS, je ne suis pas du tout convaincu que le flux d'entrée dans le parc HLM, et notamment dans les US, soit d'un niveau de revenus comparable au stock moyen des locataires du parc HLM. Tout indique plutôt qu'au contraire, effectivement, la sortie, c'est les personnes les moins pauvres, ou les catégories moyennes qui sortent du parc HLM, et notamment dans les US, et que les entrants sont dans des situations tellement épuisées financièrement qu'ils contribuent à l'accroissement des difficultés de l'ensemble moyen. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématique qui est connue de la part de tas d'organismes HLM. Ils attribuent à des gens dont les capacités financières sont extrêmement limitées. Et heureusement que le parc HLM continue de remplir cette fonction. Ce n'est pas une critique. Bon. La troisième chose, c'est donc le problème le fond du problème, c'est le logement accessible financièrement. J'ai fait allusion à ça ce matin. Je feuillette beaucoup de PLH, notamment en Île-de-France. Tous ceux qui sont présentés, tous ceux qui sont élaborés, qu'ils soient intercommunaux ou communaux, ils passent au comité régional de l'habitat. Ce qui les caractérise tous de façon plus ou moins flagrante. C'est une première partie qui dit « voilà quels sont nos habitants, voilà le niveau de richesse, le pauvre, quand il y a de pauvres, etc. » Et puis on passe ensuite à une deuxième partie qui est « qui allons-nous viser dans la production nouvelle ?» Et alors là, le décalage est absolument stupéfiant. Stupéfiant. Il y a une analyse objective, parce qu'elle est faite par des statisticiens extérieurs, du niveau de richesse et ou de pauvreté des habitants de la ville. Je ne parle même pas des gens qui viendraient, j'allais dire de l'extérieur, mais d'autres communes. Et ensuite, les orientations en matière de production, de toute évidence, ne s'adressent pas, non pas pour fonction principale, de s'adresser aux pauvres de la ville. On a un décalage entre l'offre programmée et les besoins réels. Donc ce n'est pas juste une question aussi d'équilibre économique du secteur, c'est aussi la conséquence d'une série de choix dans la gouvernance locale, si l'on veut. Il n'y a pas juste une mécanique économique qui fait que, il y a aussi une série de choix locaux, appelons ça un peu de l'égoïsme local, ou l'idée que plus personne n'a envie d'avoir un peu plus de pauvres, y compris quand on n'en a pas au départ. Le motif, c'est qu'on n'en a pas, donc il n'y a pas de raison qu'on en ait. Et quand on en a beaucoup, c'est on en a beaucoup, et donc c'est vrai, et ce n'est pas le même raisonnement. Est-ce vraiment à quelques communes de porter la difficulté? Alors, bon, on va voilà. vous apporter des réponses. Un ou deux autres sujets sur faut-il revenir sur la réforme de 60. S'il vous plaît. Le sujet de fond qui a été ça va peut-être faire beaucoup dans le même paquet. La réforme de 77. Voilà, on va vous répondre. Alors sur le fond, sur l'optimisme, il y a un économiste qui s'appelle Keynes aussi qui disait à long terme la situation va s'améliorer. Le problème c'est qu'à long terme on sera tous morts. Mais bon, en attendant donc des réponses peut-être plus circonstanciées. Ah mais je suis d'accord. Le drame n'est pas dans la moyenne. Le drame est dans l'augmentation de l'hétérogénéité des situations. La moyenne, tout à fait d'accord. Donc ça, je suis sur les US, je connais pas les statistiques. Les statistiques que je vous donnais, c'était sur le logement social dans son ensemble, sur l'entrée dans le logement social et les sorties. C'est ce qu'on conservait. Donc ça a peut-être changé ces dernières années, mais jusqu'en 2006, 2008, 2010, c'est ce qu'on constatait. C'est ce qu'on constatait. Après, sur le décalage entre ce qu'on produit, ce qu'on a produit, ce qu'on veut produire et ce qu'on devrait produire, c'est les trois choses. Alors là, mais je rejoins complètement. Les élus veulent des PLS, des PLI et des logements jeunes. Et je schématise, hein, et il nous faut du PLAI sursubventionné. J'avais cru comprendre qu'on voulait aller faire du PLAI avec du PLAI super aidé, du super PLAI. Il nous faut des foyers qui acceptent tout le monde. Et voilà. Et je crois que là, il faut aussi que ça repose beaucoup sur des égoïsmes locaux. Je veux dire, un marché, en tant qu'économiste, c'est une offre, c'est une demande. Ça, c'est ce que disent les gens. Mais les gens oublient souvent que derrière, il y a des règles qui régulent ce marché. Et je veux dire, l'État, la collectivité plus que l'État, nous avons qu'à collectivement fixer des règles à ce marché et les règles, le marché s'adaptera à ces règles. Je crois qu'il n'y a rien de
pire, je crois que c'est pas un ministre de gauche, c'était un ministre de droite, il s'appelait De Robien, il faut le relire, De Robien, dans un article dans Le Monde, qui disait que le seul marché pour lui qui ne devait pas être laissé à la libre concurrence, c'était le marché du logement parce que ça produisait de la ségrégation. Christophe Robert, d'autres réponses? Oui. Monsieur Robert-Hue, si vous faites référence à 54, on est d'accord. Simplement, on aurait pu penser que la société allait évoluer positivement. Et vous aurez remarqué que je vous ai fait référence à quoi? 17 rapports de la Fondation. Je ne vais pas remonter à 54. Je vous ai fait référence à des taux d'effort qui ont évolué vers les inégalités depuis 20 à 25 ans. C'est essentiellement à partir de l'enquête nationale logement de 84 qu'on peut établir ce creusement des inégalités. Donc qu'il y ait des personnes qui aient profité, malgré tout, de ressources plus élevées, ce n'est pas un problème. Mais les taux d'effort n'ont pas évolué de la même manière pour les plus pauvres et les plus riches. Donc c'est bien qu'il y ait un écart s'est creusé. Mais effectivement, si on se situe depuis 1954, si on veut en faire une lecture historique de ce point de vue-là, la situation a globalement changé. On n'est pas dans la même situation que 1954. Mais on aurait pu penser que la société évoluait positivement. Depuis 25 ans, le logement est venu creuser les exclusions, renforcer les exclusions, creuser les inégalités. C'est dans ce sens-là, mais sur la qualité des logements, la taille, enfin le nombre de mètres carrés par habitant, on est dans une évolution croissante. Tout à fait d'accord avec vous. Quand on dit les pauvres, je voudrais aussi revenir sur cette périodicité. Je ne situe pas de 1954 à 2012, mais depuis une vingtaine d'années, on avait pensé qu'on avait enrayé le phénomène de pauvreté, de hausse de la pauvreté, et il est reparti à la hausse. On avait pensé qu'on avait réussi à faire que les retraités allaient rattraper définitivement le niveau de vie des actifs, et on l'a vu plonger progressivement. Ce qui fait qu'on retrouve des personnes retraitées dans des lieux d'accueil de jour, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, il faut aussi qu'on le regarde. Et quand on a 8,4 millions de pauvres, on peut discuter du seuil de pauvreté, ça commence à faire beaucoup. Tout à fait d'accord sur le logement accessible financièrement. Il y a un vrai problème. Je pense quand même que la question de la maîtrise de l'urbanisme par le maire est un de nos soucis. Je ne veux pas des pauvres des autres. Réflexe plus ou moins assumé, affiché ou pas, mais globalement, ça se passe comme ça. La traduction se fait dans les PLH, mais elle se fait aussi sous d'autres manières. Et l'incapacité collective à avoir répondu aux besoins en logement dans notre pays crée des situations hallucinantes qui, pour moi, sont des alertes de ce qui pourrait arriver. Je vous donne un exemple. J'ai eu un débat la semaine dernière, il y avait Duflot, il y avait Pupponi, le député le maire de Sarcelles. Ce que disent, il parlait au nom des maires de banlieue, il nous dit, voilà, moi, je ne veux pas de ménage issu du droit au logement opposable dans ma ville. Donc pas de DALO dans les US. Alors vous dites, mais pourquoi, M. Pupponi parce que nous avons déjà beaucoup de personnes en situation de difficulté et la ville n'est pas en mesure d'assurer les aides sociales derrière, une scolarisation de qualité, ce qui est totalement vrai. Mais vous vous rendez compte de la situation. Un droit au logement qui vise à protéger, qui est un droit de recours pour des situations d'extrême fragilité, la situation est tellement tendue aujourd'hui sur la non-répartition du logement à loyer accessible dans nos agglomérations, qu'on en vient à fermer la porte des quelques logements disponibles à celui qui est dans une situation catastrophique. Et je pense que la réponse, elle est précisément dans l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, et là c'est la question de l'intervention publique, elle est dans la production massive de logements privés ou sociaux, mais à vocation sociale globalement, partout dans l'agglomération. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et là, l'égoïsme local, eh bien, il va falloir le dépasser. On ne pourra pas compter sur la bonne volonté des uns et des autres. Je n'y crois pas une seconde. Et donc, il y a des territoires où on a mûri là-dessus. Peut-être le Grand Lyon en fait partie, peut-être que Rennes, peut-être que d'autres, etc. Mais on est loin du compte par rapport à la réalité des besoins sociaux. Sur la question des US, effectivement, les entrants sont plus pauvres globalement que les sortants. Ça, c'est une réalité, mais aussi plus pauvres que la moyenne de ceux qui restent globalement, dans les US. Donc il y a un phénomène d'appauvrissement des US qui tient beaucoup aussi à l'augmentation du nombre de personnes isolées avec enfants, qui est vraiment une augmentation massive dans ce segment du parc social. Juste pour revenir, Encore, quand vous dites toutes collectivement, il y a deux choses. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les effets à long terme. Il y a deux effets quand même qui sont mal mesurés en France. C'est un effet à long terme d'une situation de précarité du logement. Quel est l'effet à long terme sur les enfants
d'avoir des situations de surpeuplement et de mauvaise qualité de logement. Il y avait deux sociologues de l'INSEE qui avaient fait un bouquin là-dessus. Bon, on pourra toujours revenir sur les méthodes, mais qui disait grosso modo, et j'y crois assez, que la réussite scolaire est moins bonne lorsqu'on est en mauvaise situation de logement. Mais c'est une chose, la réussite scolaire, mais quand vous savez que votre employabilité dépend des études que vous faites, quand vous savez que vos revenus dépendent des études que vous faites, ce n'est pas qu'un effet à court terme, c'est des effets qui vont se mesurer pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces effets de latence. On les prend assez peu en compte sur le développement et sur le renforcement des inégalités. Le deuxième effet aussi, c'est ce que beaucoup de sociologues ou d'économistes essayent de mesurer, c'est les effets d'exogénité. Moi, je crois beaucoup, parce que je l'ai mesuré sur l'économie de la santé, c'est pas tout à fait la même chose d'être pauvre dans un cœur de centre-ville où il y a tous les systèmes de protection sociale que d'être pauvre entre pauvres à Sarcelles. Je veux dire, très clairement, on regardait les résultats. Il y a des résultats à l'ONSU, justement, sur la santé des enfants. Il y a 3 fois plus de petits obèses en ZUS à 3 ans qu'hors de la ZUS. 3 fois plus. Le taux de détection des problèmes visuels des enfants en sortie de maternelle, c'est très intéressant. Il y a une enquête de santé en sortie de maternelle, il faut la lire, et 2 fois plus importante en ZUS qu'hors ZUS. Quand vous savez que si vous savez pas lire, si vous n'arrivez pas à lire un tableau, vous n'apprendrez pas à lire. Eh bien, là, on a des effets à long terme, on a des effets d'exogénité, entre guillemets d'exemplarité, de où on vit, qui ont des importances. Donc oui, il faut produire du logement social, oui, il faut produire massivement du logement social, oui, il faut peut-être réfléchir où on le produit massivement. Je veux dire, moi, ce qui m'affole, vous avez l'air de très bien connaître les PLH de la région parisienne, c'est que les communes où on produit le plus de logement social actuellement à Paris, en tout cas c'était vrai il y a 2 ans, c'était les communes où il y avait déjà le plus de logement social. Là, moi je veux bien, mais je serai le premier, je ne suis pas élu et je crois que je n'ai pas envie de l'être, je serai le premier à dire, dans une ville où j'ai 70% de logements sociaux, est-ce que j'ai envie d'en avoir 3% ou 4% ou 5% de plus ? C'est une vraie question. Et pourtant, c'est là où on va en construire. Pourquoi ? Parce que l'acceptation du logement social est plus importante et plus facile dans ces zones-là qu'à l'extérieur. En tout cas, c'est plus facile. En tout cas, c'est ce qu'on remarque sur Paris, sur l'Île-de-France. Eh bien, moi, je dis, c'est un choix collectif. C'est un choix que la société doit s'imposer pour savoir où on construit massivement, on construit des logements pas chers, mais savoir où exactement on les construit, c'est aussi important. Merci. Il y a des mouvements de tête ou de regard ou de désapprobation ou d'approbation dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit, alors ou pour prolonger sur une autre question ou un autre point ? Oui. Si vous voulez bien... Ah oui, vous n'avez pas de micro ? Non. Si vous voulez bien vous rapprocher d'un micro, s'il vous plaît. Et vous présenter... Bonjour, Jean-Charles Guillard, Alice. Vous avez évoqué le nom de la ministre Cécile Duflot, qui n'est pas que ministre du Logement, qui est aussi ministre de l'égalité des territoires, et du coup qui a sous sa coupe toute la question du développement pour arriver à une certaine égalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la réflexion, si on parle de la centralité du logement, la question de l'inégalité, de la compétitivité des territoires ? Je suis de la Loire, on n'ouvre pas de résidences spécialisées, on ne fait pas de logement très social à Sainte-Agathe-la-Boutresse. On réfléchit souvent à de l'urbain, à même voire de l'hypercentre. On a réfléchi pendant 20 ans à massivement concentrer tous les efforts, qu'ils soient financiers, qu'ils soient d'infrastructures publiques, d'accès aux services publics et ainsi de suite, sur les centres-villes. Là, on parle des us, on va pas parler de la politique de la ville, de la DATAR et de tout ce qui va avec, mais à un moment donné, est-ce que la question de l'égalité des territoires, du développement des territoires et donc du coup du développement des services publics, du développement des transports et ainsi de suite, permettrait pas d'élargir un petit peu la question à la pénurie de logements dans les centres-villes, les hypercentres ou le périurbain en zone sensible, mais dans des territoires où, c'est même pas que c'est pas tendu, c'est que c'est complètement détendu. Il y a des logements vacants partout dans le monde rural. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une question dont on pourrait voir les effets dans 20 ans ? Moi je suis encore assez jeune, donc peut-être que dans 20 ans je participerai à un congrès à l'UNAFO, on reparlera de ces effets-là. Christophe Robert sera-t-il encore là pour vous répondre ?
non, sans doute pas. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut, là on est en train d'essayer de décrypter les causes du mal logement, les pistes d'orientation. Il va falloir penser à la question de l'aménagement du territoire dans la réflexion autour de la ville que nous voulons. C'est-à-dire, Thierry disait, à l'intérieur d'une ville donnée, d'une agglomération donnée, mais plus largement. Est-ce qu'on crée? Il y a aujourd'hui des démographes, des économistes, des politiques qui proposent effectivement le sens de votre dans le même sens que votre proposition. D'autant qu'un des phénomènes auxquels on assiste, et dans votre région c'est très fort, c'est effectivement des solutions pour un certain nombre de ménages modestes, classe moyenne inférieure, qui sont vers l'étalement urbain. Hein, c'est-à-dire, finalement, je me rabats vers l'accession à la propriété où je souhaite accéder à la propriété, donc je cherche où je peux accéder à la propriété et je grignote, ce qui a un impact considérable sur la ville d'aujourd'hui. Je me souviens d'avoir vu chez vous, je ne sais pas qui avait produit ce travail, mais la superposition de la carte des prêts à taux zéro géographiquement dans votre territoire, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on voyait bien à quel point ça avait poussé vers les territoires qui étaient moins sollicités auparavant. Donc oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce ministère du logement que vous évoquez et de l'égalité des territoires était pensé dans ce sens-là. C'est-à-dire de dire, j'ai dit penser, monsieur, vous voyez qu'il hoche la tête, j'ai dit penser, c'est-à-dire qu'il devait à la fois, mais c'est ce que font les bonnes agglomérations qui travaillent sur l'urbain, le logement, l'hébergement, la ville, la politique de la ville, c'est qu'ils voient bien que tout est lié. La question des transports, la question du désenclavement des quartiers, la lutte contre l'émiettement urbain, la réflexion sur la diversification de l'habitat sur l'ensemble des territoires, c'est comme ça que ça doit être pensé. On peut au moins dire que le ministère est conçu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il a les leviers. Vous vous souvenez qu'on a eu des ministères où vous aviez d'un côté l'ANRU, d'un autre côté l'hébergement, de l'autre côté le logement, que tout ça n'était pas vraiment coordonné. On ne sait pas aujourd'hui ce qui va advenir, hein. Je ne suis pas en train de faire un procès d'optimisme, mais au moins c'est configuré dans cette logique-là. Et là, je pense qu'effectivement, en termes de diagnostic, il y a une insuffisance sur le registre que vous évoquez. Il y a des travaux très intéressants qui ont pu être produits autour de la politique de la ville, mais le point que vous évoquez ne concerne pas uniquement la politique de la ville, évidemment. Thierry Debran, j'ai entendu le mot compétitivité là, sur le plan macroéconomique. Alors peut-être que c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'on peut dire là? Moi j'ai été assez marqué. Là, ces derniers jours, on a eu le rapport gallois qui est très connu et qui va avoir visiblement des effets, peut-être des effets importants sur la politique du logement, parce que s'il faut trouver 10 milliards, c'est ça, 10 milliards d'économies, j'espère que le budget logement, qui n'a pas été beaucoup servi cette année, ne sera pas moins l'année prochaine. Mais il y a eu un autre rapport qu'on a moins parlé, qui a été remis la semaine dernière. C'est un rapport d'une commission un peu ad hoc sur les prélèvements obligatoires qui était très intéressant et qui comparait pourquoi les Allemands et pourquoi les taux de prélèvement et pourquoi, in fine, les Allemands avaient mieux accepté la crise et avaient accepté d'avoir une stabilisation de leur salaire. Grosso modo, la première réponse, c'est parce qu'ils sont allemands et que nous, on est des latins. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu facile. La deuxième question, c'était le loyer pas cher. Je veux dire, il est évident que si on dit à tous les Français, et là je rejoins complètement Christophe sur la question de la régulation des loyers, si on n'augmente pas vos loyers, vous aurez une toute petite inflation salariale, vous aurez une toute petite augmentation de vos salaires, mais nous, on vous garantit que les loyers n'augmentent pas. À la fin, tout en tenant compte de l'inflation, il va y avoir du gain de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que pourquoi la situation du logement prend de plus en plus d'importance? Parce que c'est ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. Il y a de ça 10 ans, il fallait à peu près 2,5 fois son salaire pour devenir propriétaire. Il y a de ça 3-4 ans, l'Observatoire de la Caisse d'épargne, je crois, disait que c'était plus de 4 ans. Voilà. Les prix de l'ancien augmentaient 1,5 fois plus rapidement, c'est à peu près sur la même période, que les revenus disponibles des ménages. Ça veut dire que là, l'une des principales raisons de la perte de pouvoir d'achat, l'une des principales, c'est pas la seule, des ménages français, vient de l'augmentation du coût du logement. Je ne parle pas des gens, et là,
on recrée les inégalités. Parce que quelqu'un qui a remboursé sa maison, qui a 60, 55 ans, 60 ans, qui a remboursé sa maison, il va encore avoir des charges, il va encore avoir des impôts, ok, mais ça n'a pas le même poids dans sa structure de consommation. Je crois que la notion de compétitivité de notre nation joue aussi sur cette notion du logement. Christophe l'a évoqué aussi. C'est parce que vous étiez trop long. Oui, juste un point, enfin 2 points. On disait tout à l'heure qu'il fallait changer de registre et intégrer, ça rejoint ce que vient de dire Thierry, les coûts économiques, sociaux, sanitaires du mal-logement. Hein, c'est tout ce qu'on peut évoquer, vous connaissez très bien, sur les dépenses d'hôtel, mais les dépenses aussi de santé. On a vu à quel point l'absence de réponse, vous citiez les 50 personnes à Mulhouse dans la rue, bien, on peut les retrouver aussi dans des urgences des hôpitaux, enfin on pourrait multiplier. Je disais tout à l'heure aussi que le logement social ne suffirait pas à répondre à l'ensemble des besoins sociaux, pas au sens des plus pauvres, hein, mais des modestes qui sont aujourd'hui aussi confrontés à cette crise, et donc il faut une régulation des loyers. C'est là aussi où il faut intégrer la dimension systémique du problème économique qui est posé. Si on en est aussi à 17,5 milliards ou 18 milliards d'APL par an, c'est parce que aussi, je pense qu'en inversant les logiques, en baissant les loyers, on pourra aussi réduire l'impact de l'APL, même si beaucoup de loyers sont au-dessus des plafonds, et donc cette réduction devra être significative pour baisser. Mais sur la question aussi de la compétitivité, je voudrais revenir sur un point qui rejoint la question de la solidarité financière entre territoires. On a évoqué à l'échelle d'une agglomération la répartition du logement accessible, social ou pas d'ailleurs. S'il est de bonne qualité dans le privé, c'est la réponse dont on a besoin, qu'il soit social ou pas, ce n'est pas la question. Mais la question de la péréquation financière entre les territoires. Vous avez vu avec un maire qui fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale, qu'il y a un débat autour de la péréquation. Il y a toujours eu un débat autour de la péréquation, mais ça l'a soulevé là. Vous avez vu qu'un certain nombre de villes riches, de gauche, ont dit qu'elles ne voulaient plus payer autant la DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui est destinée à prendre de l'argent aux villes riches pour les donner, pour en donner une partie aux villes pauvres. Mais on sait tous, depuis longtemps, et là pour le coup il y a des rapports depuis belle lurette, que la péréquation est totalement insuffisante compte tenu de la réalité de ce que vivent les villes pauvres, avec des critères différenciés. Donc là aussi il y a un enjeu. Et quand je vois ces villes riches qui disent « Ah non, 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 il faut plutôt la baisser », alors que parfois elles font 1 milliard sur les transactions immobilières par an, 1 milliard d'euros qui rentrent dans la commune sur les transactions immobilières, sur la taxe de mutation, eh bien vous vous dites « C'est pas possible ». C'est pas possible. Et vous voyez bien que ça ne pourra pas se jouer à l'échelle de la ville elle-même ou de l'agglo elle-même, cette question-là de concurrence. Elle doit se jouer au-dessus, dans un projet pour le pays, en matière de solidarité territoriale, de répartition du logement, de répartition des ressources, sans quoi on pourra toujours voir Sevran comme d'autres s'enfoncer durablement dans la crise dans laquelle ils sont aujourd'hui. Thierry Debrand, on vous laisse finir votre phrase. Oui, je vais finir sur Christophe. J'ai cru entendre que le chiffre que le gouvernement allait mettre en plus sur la DSU, c'est 25 millions. 25 millions, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y avait une de vos associations qui avait fait 26 millions de bénéfices ou d'excédents l'année dernière. Non mais c'est pas pour comparer, c'est pour dire voilà l'effort qu'on est capable de faire. Je veux dire, non mais voilà l'effort collectivement qu'on est capable de faire. C'était une boutade. Voilà l'effort qu'on est capable de faire. Je veux dire, je crois que la DSU, c'est 75 millions. C'est ridicule. Je veux dire, il faut voir que les solidarités intercommunales, pas au sein d'une intercommunalité, mais entre les intercommunalités ou au sein, entre communautés, sont ridicules. Et après, ça a de l'impact très important sur la mobilité. Outre économisme, je m'occupe d'une petite association qui fait du logement social, et j'ai des gens dans mon patrimoine, et je leur dis, mais les conditions qu'on vous offre là sont pas tout à fait acceptables. Le logement n'est pas adéquat à votre situation de famille. Allez dans la commune d'à côté. Je parle de passer de Paris à Montreuil. Et la mère de famille me dit « Ah non, jamais ». Je lui dis « Mais pourquoi là, vous êtes en suroccupation, c'est scandaleux. Moi, je ne suis pas content du logement que je vous offre. Allez ». Elle me dit « Mais vous vous rendez compte, si je passe le périphérique, je fais 500 mètres, je perds la carte Paris Santé, je perds les aides à l'école, je perds les aides aux vacances scolaires, je perds tout ça. Franchement, je préfère rester en surlogement, en suroccupation où je suis ».
Là, quand même, en termes de solidarité entre les communes, en termes de façon de résoudre le problème de la crise du logement, ça doit nous interroger massivement. On parlait tout à l'heure de compétitivité. Je voulais revenir sur la question de la compétitivité. L'employabilité. Je veux dire, on ne peut pas demander à des gens d'aller dans des zones où il y a des emplois qui se développent si on n'est pas capable de leur offrir une situation de logement. On ne peut pas... En tout cas, moi, je ne peux pas décemment demander à quelqu'un qui a 50 ans, dont l'entreprise ferme au fin fond de la Picardie, qui a acheté sa maison, qui a remboursé sa maison, de faire 400 km où il ne va pas avoir de logement, il va devoir recommencer tout son parcours résidentiel. Au bout d'un moment, comment le logement ne devient pas une trappe à l'inemployabilité? Ça, c'est des vraies questions de fond qu'on ne se pose jamais, voire rarement. Et c'est là, je crois, que l'autre crise du logement, c'est quand même une crise de la... C'est pas une crise de l'émotion, ce qu'on peut avoir, est-ce que quand on s'énerve tous les deux, on fait là. C'est quand même une crise de la réflexion autour de les dynamiques à moyen et long terme, autour du logement et de l'hébergement. Et ça, je crois qu'on en manque très fortement en France. Enfin, on voit que quand vous vous impliquez dans la réponse, ça mange la pile. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On arrive à la fin de notre table ronde. Oui, monsieur dans le fond, si vous voulez bien prendre votre micro et vous présenter. Vous n'avez pas de micro, si? C'est en appuyant sur le bouton marqué mic. Alors il y a un placement assez inégalitaire dans la salle. Il y a des endroits où il n'y a pas de micro, donc ça amène à se déplacer. Je m'appelle Jean d'Albera, j'habite Montluçon, je préside l'association Agathe. Alors, je suis toujours surpris, mais peut-être un peu naïvement, quand on parle du surpeuplement de la région parisienne, et je le connais bien, et que l'on le compare. Moi, j'appartiens à un département du centre de la France où il y a 1500 logements libres, occupables immédiatement, je dis bien, et qu'on n'arrive pas à trouver quand même un moyen d'équilibre entre ces situations qui doivent se reproduire dans d'autres départements. Je n'ai pas de statistiques sur d'autres départements, il y en a certainement d'autres qui sont dans la même situation. Et on se peut poser le problème si on ne rejoint pas là un problème vraiment économique qui dépasse le cadre du logement, mais s'il ne coûterait pas moins cher de créer des activités pour que ces municipalités puissent recevoir des personnes venant d'autres départements surpeuplés. Quand on connaît le prix de la création d'un logement dans la région parisienne, quand on connaît le prix d'accompagnement d'une famille pendant plusieurs années, on se dit que là, on passe des sommes qu'on pourrait peut-être investir autrement et qui permettraient à ces gens d'avoir des conditions de vie dignes, correctes, en dehors de la région parisienne qui est fortement surpeuplée actuellement. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Christophe Robert va essayer. Non, mais, enfin, je veux dire, en tout cas, la situation que vous décrivez est bien celle-là. Il y a des endroits où il y a du logement disponible et puis il y a des endroits où il y a du surpeuplement. Non, je pense qu'il faut être un petit peu vigilant avec ce type d'analyse parce que c'est pas comme ça que ça marche. Thierry Debran vient d'expliquer même pour un ménage que d'une ville à une autre, à 3 km, ça peut avoir des conséquences. On le voit aussi dans le refus de certaines personnes d'aller dans certains quartiers considérés comme pas agréables, pas acceptables ou stigmatisés. Donc c'est une réalité, on doit aussi en tenir compte. Je me souviens, mais je vois que vous acquiescez, qu'il y avait eu un rapport de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, il y a 2-3 ans, qui proposait dans son livre blanc effectivement de prendre les mal logés de Paris et de les descendre dans le centre de la France. Je ne suis pas sûr que vos élus seraient très contents dans le centre de la France, mais non, trêve de plaisanterie, c'est pas comme ça que ça marche, me semble-t-il. Par contre, il peut y avoir une réflexion qui recoupe ce que vous venez de dire et ce qu'évoquait le monsieur tout à l'heure. On peut s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé avec les villes nouvelles? Les villes nouvelles, c'était cette logique-là, pas à l'échelle de on descend à Paris dans le centre, etc., mais de dire dans des zones géographiques manifestement attractive, plutôt que de concentrer à l'échelle de la ville-centre. On va déplacer autour, alors c'était Saint-Quentin-en-Yvelines, chez vous c'est, comment elle s'appelle, la ville nouvelle de Ville d'Abo, je ne sais pas si cela marche bien, et si elle a bien marché dans son histoire, mais globalement l'idée c'était de dire on va créer des pôles d'activité, on va créer des logements en conséquence, pour limiter aussi les flux de transport qui sont devenus de la folie dans les grandes métropoles. Donc la réflexion en elle-même, elle est intéressante, elle est importante.
Qu'est-ce qu'on peut retirer des enseignements de... Alors je ne connais pas toutes les villes nouvelles, mais il y en a certaines que j'ai bien étudiées quand même. C'est qu'en réalité, on n'a pas réussi à faire emploi, logement au même endroit, complètement. On a fait des flux inverses. Il y a des gens de Paris qui viennent dans les villes nouvelles et inversement, il y a des gens qui vivent à Saint-Quentin en Yvelines, à Cergy-Pontoise et qui descendent sur Paris. Mais le projet de l'époque, c'était 500 000 logements, 500 000 emplois. La moitié à peu près a été quand même réalisée dans cet esprit-là. Donc en tout cas, avoir une réflexion sur l'aménagement, sur la ville, sur le lien transport, emploi, logement, pour envisager une forme de déconcentration de pôles qui sont surconcentrés, oui, sans doute. Thierry Debrand. Oui, moi j'aurais pas tout à fait la même réponse. Je pense que l'État ne doit pas favoriser ce que vous vivez et ce que vous constatez. Si on prend les lieux et les villes moyennes, surtout du sud-ouest de la France, où on a eu un développement de produits d'investissement locatif privé, type d'Eurobien, Borloo, qui ont complètement déstabilisé les marchés locaux de l'immobilier, qui ont vidé une partie des logements locatifs sociaux, qui ont fait qu'on a créé de la vacance dans des zones où il n'y avait pas de besoin. Je rejoins de vous, je pense qu'on aurait plutôt dû utiliser cet argent pour construire là où on en avait vraiment besoin. Je crois qu'on a vraiment une réflexion à avoir sur les besoins des territoires et sur une vision à moyen et long terme, ce qui n'est pas facile sur nos territoires. Après, malheureusement, je crains que ça soit très difficile de déplacer des populations d'une zone à l'autre. Ça serait une forme extrême de régulation du marché quand même. Alors, Christophe Robert, 2 minutes. 2 minutes pour nous dire où on en est là en ce moment au niveau politique du logement. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les principaux enjeux? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour les prochains mois? En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Je regarde, il est 31. Globalement, l'analyse qu'on fait de la situation aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, c'est que le diagnostic sur la crise est à peu près partagé. Et les effets du logement sur l'exclusion sont partagés. Je pense qu'il y a eu quelques axes qui ont été intéressants autour de la vision qui a été donnée avec un décret sur les loyers qui ne va pas faire grand-chose, puisque c'est simplement encadrer les hausses, mais qui est un changement de paradigme quand même. Que faire passer la loi SRU de 20 à 25%, ça répond quand même à beaucoup des choses qu'on vient de discuter depuis 1h30 par rapport à la production de l'offre accessible là où il en manque. Mais que ce n'est pas ça qui fera 150 000 logements sociaux par an, parce que c'est environ 20 à 25 000 logements sociaux par an, la loi SRU, pas plus. Que la réflexion sur le foncier pour libérer du foncier va dans le bon sens, mais je pense qu'on n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux dont on vient de parler. C'est-à-dire que le changement structurel dont nous avons besoin, qui auront pour certains de ces changements structurels un coût, la production de logements à loyer accessible à la réalité de ce que vivent les ménages et de ce que les ménages ont dans leur portefeuille, ça va coûter de l'argent. Mais pas seulement, ce n'est pas qu'une question financière. Financièrement, le compte n'y est pas pour les 150 000 logements sociaux, mais on a pu voir aussi sur le traitement, par exemple, des situations les plus dures. Je pense aux migrants économiques d'Europe de l'Est qui sont aujourd'hui dans les bidonvilles dont on parlait tout à l'heure. Le traitement qu'il y a eu cet été n'est pas digne. Il n'est pas digne. Il ne fait qu'exacerber les tensions sur les territoires. Il y avait des associations qui suivaient un certain nombre de points de fixation dans des squats, par exemple à Marseille, qui se sont retrouvés mis dans la rue, soumis à la vindicte populaire. Ce n'est pas responsable de faire comme ça. De la même manière qu'on était très déçus de la gestion des expulsions locatives, où on a continué à expulser des ménages en situation difficile, y compris reconnus prioritaires d'ALLO, pour certains qui avaient des propositions de logement. Donc il y a eu un manque de prise de conscience de la gravité de la situation, socialement, pour intervenir. Donc dans le discours, cette prise de conscience a eu lieu, mais on sait bien qu'il ne suffit pas qu'un ministre dise « je suis d'accord avec ça, je veux arrêter les expulsions locatives, je suis d'accord sur etc. » Il faut derrière qu'il y ait une mobilisation extrêmement forte pour que l'ensemble de la collectivité soit en marche, par le biais des préfets, des maires, des associations, des citoyens, pour dire « ensemble, il faut qu'on arrive à lutter contre cette crise ». Et cette dynamique-là, elle n'est pas encore enclenchée. Alors, on nous annonce un grand projet de loi pour 2013. J'espère que tous ces sujets qui doivent avoir une visibilité sur le moyen, sur le long terme, seront bons. L'arbitrage financier a été quand même relativement moyen. Il y a aussi cette conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale qui doit déterminer le programme du gouvernement en matière de lutte contre l'exclusion pendant 5 ans avec des annonces fin décembre. Je pense qu'à ce moment-là, on verra si cette lutte contre les exclusions et les inégalités fait partie des priorités de ce gouvernement et quels moyens
financiers, mais pas seulement, encore une fois, ils se donnent, mais aujourd'hui, on est un petit peu dans l'entre-deux, une sorte d'expectative, et il me semble qu'une partie des gens dont on a parlé qui souffrent du mal logement ne peuvent plus attendre, et c'est le cas, on parle de Mulhouse avec 50 personnes, à d'autres endroits c'est 400 personnes, je parle de villes qui étaient autrefois protégées de ces difficultés. Donc il y a une tension, il faut l'intégrer, et dernier point, une politique du logement qui ne tient pas compte des évolutions de la société, des évolutions de la précarité. C'est ce qui s'est passé avec le logement d'abord, qui était une bonne réforme dans ses orientations générales. Mais elle n'a pas intégré l'évolution dont on a parlé depuis 2 heures, ni l'évolution liée à la crise économique, la fragilité des ménages. Alors qu'une politique du logement se doit d'être protectrice et donc de cibler tous ceux qui sont en situation de difficulté. Et là aussi, il va falloir que le gouvernement intègre cette nouvelle réalité sociale s'il veut vraiment attaquer de front les facteurs en cause dans la crise du logement dont on vient de parler. Merci beaucoup. Merci Christophe Robert, merci Thierry Debrand. On clôt cette séance, cette table ronde.